Grosse journée aux États-Unis. Oui. 16 heures aujourd'hui. Date limite des transactions dans la NFL. Êtes-vous... Et puis, il y a aussi l'ouverture du marché des joueurs autonomes au baseball. Il est là. Mardi. Grosse journée, tu dis? Grosse journée. Non, mais En plus, les Flames sont en ville. Alors, Et là. Écoute, On n'en viendra pas à bout? Ça déborde. Non, mais c'est Radio-Canada étant ce que c'est, ça nous prend 2 minutes de politique américaine. Let's go. Oui. Let's go. Comme ils disent là-bas, go. Go. Trouvez-vous... j'ai lu ça quelque part. Est-ce qu'on en parle trop? Trouvez-vous qu'on en parle trop? Je parle pas à Radio-Canada, là, je parle au Québec, mettons. Je pense pas qu'on en parle trop parce que c'est vraiment une élection historique. On a tous l'impression qu'on a comme atteint un point de bascule où soit ça va se mettre à aller très, très mal ou soit il y a Peut-être une embellie. Peut-être une embellie ou une stabilisation. Ouais. Mais c'est un moment, c'est un grand moment, je pense, dans l'histoire politique américaine, mais aussi... occidentale, contemporaine. Oui, Ouais. dans l'histoire géopolitique des 50 dernières années. Là. Alors, je pense que le match Flames canadien va passer au 2e rang ce soir. Je vais le regarder parce que c'est mon travail, mais... Tu vas l'enregistrer, je pense. Mais mon attention ne sera pas toute là-dessus. Avez-vous CNN sur la galerie de presse? Ah, sur la galerie, je sais pas. On n'a jamais essayé de se rendre jusque-là. C'est à Montréal. Hein, le moi, match. je suis pas sur la galerie de presse ce soir, donc ça me pose On va demander pas, à Godino. ça me pose pas de C'est à problème. quel poste CNN sur la galerie de presse? Il y a les réseaux sociaux pour suivre ça aussi, quoique attention à la désinformation, n'est-ce pas? Bien dit. Avez-vous un candidat préféré? Très, très bon. C'est bon. Très bon. Enfin... Le colistier de Kamala Harris est quand même un coach de football. Voilà. Là, fait que c'est la seule raison. Hein? C'est notre seule raison. Il doit être digne de confiance. C'est ça. Moi, c'est un gars de sport, donc... Du Minnesota. Il doit être correct. Un état de hockey. Un état de hockey, donc, c'est ça. Hockey State. C'est ce qui nous a fait pencher. C'est la seule affaire. Ça a été là, moi, j'ai pas dit... T'as pas de... Premièrement, je vote pas. Je suis pas citoyen américain. Oubliez pas que vous n'avez pas le droit de vote. Deuxièmement, en tant que journaliste, j'ai pas dit du tout c'est vrai, ça. où mon cœur balance. Ben non, c'est vrai, on peut pas. On peut pas. Ne On n'a pas sur ce terrain. On peut pas, puis on n'a pas. Vous n'avez pas le droit de donner votre opinion. Ouais, toi, t'es chroniqueur. T'es payé pour. Et grassement. Fallait que quelqu'un le dise. Non, mais en dollars canadiens, par exemple. Oui, c'est ça. Ce qui est pas... Vous avez aucune idée. Ce qui est pas... On n'a aucune idée, mais on suppute. Mais blague à part, il y en a qui vont regarder ça ce soir comme un match... moi, ma blonde, c'est comme c'est son Super Bowl. Puis, et comme des vrais fans de football... C'est ça le problème un peu. Elle aime pas ça qu'on la dérange pendant. Elle aime pas ça que les gens soient là pour parler des publicités pendant ou de quelque autre sujet futile. Ouais. Mais tu vois, quand je disais que c'était un peu ça le problème, c'est certainement pas ta blonde, mais qu'on regarde ça comme étant... Je trouve qu'on regarde beaucoup la politique comme étant du divertissement maintenant. Puis peut-être que ça fait perdre de vue certains enjeux sociaux qui sont qui ont un impact réel dans la société. Puis je vais y faire le message. Trump, Harris, puis tout ça. Non, mais je vais dire que tu trouves ça... Ça va pour Élise. Élise, je la connais. façon d'anticiper les choses, que ça manque de sérieux. De façon plus générale, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que peut-être que ça contribue à la distance entre l'impression qu'on a de tous les jours et l'impact réel que la politique peut avoir sur nos vies. T'sais. Puis il y a clairement une crise de confiance démocratique aux États-Unis. Je pense que je m'avance pas trop en disant ça. Et je ne sais pas à quel point le fait de l'avoir érigé un peu en politique spectacle, divertissement, contribue à ça. C'est un bon point. Une de mes chroniques les plus lues à Radio-Canada depuis que je suis là, c'est une chronique sur Donald Trump. C'est un mot-clic, Donald Trump. Là. C'est sûr que tu attires... Non, mais c'est un livre qui a été écrit par un grand columniste américain qui s'appelle Rick Riley, ancien columniste de Sports Illustrated. Le livre s'intitule « Commander-in-Chief » et il raconte à quel point Donald Trump triche en jouant au golf de façon systématique. Là, toutes ses aventures dans le monde du golf, les terrains de golf qu'il possède, la façon dont il traite ses fournisseurs, ses clients et tout ça. Et
Et je sais qu'il y a il y a même des diffuseurs européens, des diffuseurs publics qui ont demandé la permission à Radio-Canada de pouvoir prendre le texte et de le diffuser sur leur plateforme. Et c'est drôle parce que moi, je viens d'une famille de golfeurs. Là. Tu sais, j'ai plusieurs... Je pensais que tu allais dire de républicains. j'ai plusieurs golfeurs professionnels dans ma famille et j'ai toujours appris que tu apprends... On m'a toujours enseigné que quand tu joues une partie de golf avec quelqu'un, tu découvres sa vraie nature. Là. Tu vois si c'est quelqu'un de colérique, si tu vois si c'est quelqu'un de patient, si c'est quelqu'un de sociable, si c'est quelqu'un qui triche, si c'est quelqu'un de très honnête, etc. Et donc, c'est ça, de lire à quel point Donald Trump c'est révélateur. Triche en jouant au golf, ça donne une idée du personnage. Ça trace un bon portrait. Mais comme Alex le disait si bien, ce soir, c'est plus important que 5-2. 5-2, c'est le fun. 5-2, c'est on s'amuse, on regarde ça, on a du plaisir, mais ce soir, il y a une petite... pas plus qu'une petite. Une grosse coche. Alors, on va s'en souhaiter une bonne. Quoi que 56-44 serait bon. 56-44, ça serait bon. Oui, c'est ça. Exact. OK. Aujourd'hui, un chantier à la fois, une autre grosse semaine à l'horizon. Et les Bruins sont-ils en panne de leadership? C'est tellement hockey, épisode 351. Avec notre analyste politique en résidence et également journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Multidisciplinaire. Voilà, il a plusieurs cordes. Exécutant. Exécutant en chef. Mais exécutant, mais en chef. Plus vulgaire. Non. Distingué exécutant. Okay. Oui. En chef. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, messieurs. Salut, Martin. Je m'appelle Alexandre Coupal. Il y a toujours de l'intensité, puis c'est plus... tu regardes les entraînements comme ça, puis moi, c'est le côté... Le physique, les gars, je te dis, moi, les gars, ils travaillent, OK? Mais c'est une saison nationale, c'est le côté mental qui peut embarquer puis qui peut faire virer les choses. Puis je sais qu'on est dans un grind, là, tu sais, puis faut embrace... Embrasser. Accepter. Oui, accepter ce grind-là. Tu sais, c'est pas une ligue facile. Il faut que tu acceptes le grind, puis tu aies de la vérité, où c'est qu'on est, puis OK, puis où c'est qu'on s'en va. Mais ça fait partie de ça, d'une saison. Il faut que tu acceptes le grind, puis on l'accepte, puis on travaille. Ah! Faut que tu acceptes le grind. Ça devrait être le titre de l'épisode, ça. Jack, prends ça en note. Martin Saint-Louis, donc, dans la foulée là, de quelques entraînements depuis le match de samedi contre les Penguins de Pittsburgh. Moi, je suis content. J'ai beaucoup dit que je n'étais pas content les dernières années. Moi, je suis content. J'ai l'impression de redevenir... Qu'on parle de hockey pour vrai. Là. Ouais, qu'on vit dans un monde normal. On vit dans un monde où quand ça va pas bien, on est fâché. Ça paraît. Ouais. C'est ça. Puis c'est bien ce qu'on vient d'entendre, ce que Saint-Louis dit, parce que c'est ça. C'est dans une saison, ça arrive. C'est pas Juraj Slavkovski qui disait, ou enfin, je paraphrase dans un de tes textes, Alex, c'est un très bon, c'est un excellent timing pour être dans le grind. Non? Tant qu'à être dans le grind, aussi bien faire ça là. C'est vrai qu'il a dit ça, Juraj. Bon. La sagesse d'un jeune homme de 20 ans. Mais est-ce qu'ils vont en sortir? Ça, c'est ça. Au-delà du grind, on comprend qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est l'usure d'une longue saison de la Ligue nationale, le fait que ça ne va pas toujours en ligne droite, que ça peut pas être tout le temps rose et aisé pour les joueurs, mais qu'il y a des hauts et des bas, etc. Ça, on le comprend. J'écoutais votre épisode de vendredi, puis je sentais une inquiétude dans la voix de Martin, aussi parce qu'il l'a dit très clairement, je suis inquiet. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Le texte n'est jamais loin du sous-texte. Non, c'est ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais j'imagine que Martin Saint-Louis doit être un peu inquiet aussi, parce que tout ce qu'il a essayé d'inculquer depuis son arrivée, il s'aperçoit qu'il n'y a rien d'acquis, tu sais. Il y a pas, et puis il est toujours obligé de revenir en arrière, puis on a l'impression que c'est un pas en avant, deux en arrière, puis pas nécessairement pour prendre son élan. Parfois, on reste coincé un peu en arrière. Donc,
tant mieux là, que le Canadien travaille. Et c'est vrai que les entraînements sont intenses. C'était le cas lundi. J'étais là à l'entraînement. Ça a été le cas sur la route à Washington avant de prendre le chemin de Pittsburgh. Ça, c'était vendredi. Donc, si on en croit les collègues là, qui ont rapporté l'entraînement. Les images qu'on a vues aussi. Les images aussi, où c'était un entraînement punitif, carrément. Mm-hmm. C'est la première fois qu'on voyait ça depuis l'arrivée de Saint-Louis à Montréal. Et puis, il y en a eu d'autres aussi. Donc, c'est vrai que le ton a changé. C'est vrai que la philosophie a changé. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est le niveau de performance et peut-être le niveau d'inquiétude qui accompagne ça pour le Canadien, présentement. Oui. Je me souviens que vendredi, je disais que j'étais inquiet par rapport aux résultats obtenus, par rapport à l'imposante côte à remonter de l'équipe en fait de qualité de jeu. Mais je trouve rassurant que les joueurs soient cohérents. Avant le début de la saison, plusieurs gars disaient cette année, on veut de l'imputabilité, on veut avoir une mentalité d'équipe qui ne tolère pas le laisser aller. Et on le voit que c'est en train de se passer. Là. Ils sont dans une période difficile. Martin Saint-Louis a servi un entraînement punitif après la défaite contre les Capitals de Washington. Hier, il a élevé la voix à l'entraînement et tout ça. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant, parce que, et on se le disait tous, je pense clairement au balado, cette équipe-là ne cherchait pas à gagner, mais dans ce temps-là, que tu peux travailler sur une foule de choses, mais tu fermes les yeux sur des aspects fondamentaux qui font la différence dans des matchs de hockey. Et les joueurs se rangent derrière leur entraîneur en disant, Suzuki qui dit « Moi, j'aime ça, cette mentalité-là. Je veux qu'on se fasse pousser. » Goulet qui dit « Dans toutes les équipes qui gagnent, il y a de l'imputabilité, puis c'est ça qu'on veut avoir. » Alors, je me dis, bon, ben, tu sais, ils adhèrent vraiment à ça, ils sont sur la bonne voie, et ça me menait, tu mentionnais, tu parlais des Bruins tantôt dans ton ouverture. Ben, dans les équipes gagnantes, habituellement, dans les équipes qui réussissent à avoir des standards élevés, ça arrive, ça. Quand les leaders se font rabrouer par l'entraîneur, quand ils s'écartent de la ligne tracée ou de ce qu'on recherche au sein de l'équipe et qu'ils se font rappeler à l'ordre, et dans les bonnes équipes, on voit les gars se ranger et donner raison à l'entraîneur parce qu'ils savent que si tout le monde commence à faire un peu ce qu'il veut ou s'il y a juste une certaine catégorie de joueurs dans l'équipe qui doivent respecter la culture de l'équipe ou respecter la façon de jouer, bien, ça va aller nulle part et qu'on ne gagnera pas. Alors, sur l'attitude, et ça, c'est constant avec ce qu'on a vu au cours des 2 dernières saisons. On a souvent mentionné, c'est une jeune équipe, ils perdent beaucoup, mais ils se battent à tous les soirs et tout ça. Là, on a vu le niveau d'effort. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont fixé des exigences de performance en début de saison ou qui ont fixé une barre en disant là, il faut disputer des matchs significatifs. Si tout le monde a changé son attitude par rapport à la façon de jouer, mais on voit qu'il y a des bonnes intentions. Ouais. Ils veulent que ça se corrige et ils sont prêts à souffrir pour y aller. Alors, tant mieux. Avez-vous trouvé que ça se voyait samedi? Oui. Oui. Ben, il y avait un effort défensif, ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est une équipe qui est tellement fragile, certainement en ce moment, qui a tellement de chantiers sur lesquels travailler qu'on a vu là, que l'effort conscient et collectif était la défense. Là, on ne peut plus offrir des chances de qualité comme on a fait dans la dernière semaine contre les Capitals, contre le Kraken et tout ça. Alors, mais c'était presque exclusivement là-dessus et forcément, tout le reste en a souffert. Et d'ailleurs, Saint-Louis l'a dit dans son point de presse lundi en disant, écoutez, je sais pourquoi ça va pas bien offensivement. Bon, tant mieux. C'est parce qu'on est concentré sur autre chose. Exact. Et il y a tellement de failles en ce moment que je pense que c'est toi qui disais ça dans le dernier balado, Martin. Je ne sais plus qui racontait que Jacques Lemaire, que quand ça allait mal, il revient vraiment à la base. Il revient à la base. Bon, c'est ça que le Canadien a essayé de faire. Et comme ils ont un certain talent offensif, mais limité dans une certaine mesure, c'est difficile de se concentrer là, presque exclusivement là-dessus et de faire ressortir la crème en même temps. On peut le comprendre. Ils étaient dans le coup jusqu'à la toute fin contre les Penguins de Pittsburgh, qui ne sont pas une puissance de la Ligue nationale, cela dit, là, mais quand même. Alors oui, il y a eu cet effort-là, mais on sent quand même que c'est une équipe qui est pas
n'est pas au point où elle aimerait en être actuellement, c'est évident, mais où elle pensait probablement en être. T'sais, ce recul-là, je pense, il n'était pas prévu. Là. Puis ça se manifeste par la lassitude de Martin Saint-Louis, par sa façon d'y réagir aussi, son côté plus combatif et plus presque colérique, j'oserais dire, après le match contre Washington, puis l'entraînement punitif. Reste qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Puis moi, après le match contre le Kraken de Seattle, bon, je pense que Martin, tu n'as pas les mêmes chiffres que Natural Stat Trick, qui est une base de données à laquelle on se réfère souvent là, pour les chances de marquer. Les différentes statistiques et entre autres les chances de marquer pendant les matchs. Contre le Kraken, à 5 contre 5, on s'entend que Montréal a perdu 8-2. Là. Les chances de marquer de Natural Stat Trick, c'est bien de le rappeler. C'était 12-7 en faveur du Canadien. OK? À 5 contre 5, taux de possession de rondelles d'environ 60 %. Évidemment, quand tu mènes 4-0 après 10 minutes, on en a souvent parlé, il y a une tendance du Kraken, une tendance naturelle à lever le pied, d'être peut-être plus alerte défensivement, de moins se porter à l'attaque. Forcément, tu tires moins et t'en accordes plus des chances des tentatives de lancer. D'accord. Puis les erreurs du Canadien étaient tellement majeures, tellement flagrantes que ça donnait des chances plus. Et en plus, Samuel Montembeault était faible sur probablement 2 buts là, dans ce match-là. Donc, ça a vraiment été tout un cocktail. Les planètes se sont alignées pour que le Canadien encaisse une dégelée comme celle-là. Reste qu'à 5 contre 5, c'était probablement moins pire. Ouais, c'était moins pire. C'était pas mal moins pire que la débâcle de la 3e période à Washington ou plein d'autres matchs depuis le début de la saison. Puis moi, il y a un homme de hockey. Appelons-le un homme de hockey. Ajoute un mystère. Homme. Mystère. Nom de famille de hockey. Okay. Si tu disais une femme de hockey, là, il y a moins de chances. Il y aurait des chances d'identifier ta source. Parce que comme j'en ai fait la démonstration mardi dernier, elles étaient 14 jusqu'à il y a pas si longtemps. Alors, si c'était une femme, je l'emballerais autrement, je pense, pour protéger son... Une personne de hockey. Ouais. On va régler tout de suite pour... Là, vous savez que c'est un homme, on va régler tout de suite pour personne de hockey. Comme ça, la prochaine fois que je dis personne... C'est encore plus vague. C'est plus mystérieux. Donc, cette personne de hockey... Je pense que c'est 30 secondes bien investies. Digression. Ouais. Cette personne de hockey m'a écrit après le match donc contre le Kraken pour dire « Ça va ruer dans les brancards. Tout le monde va être en maudit à Montréal. On va blâmer le gardien, Montembeault. Il n'y aura pas de distance, il n'y aura pas de recul. Mais regarde, puis là, il m'envoie des statistiques de Sportlogic auxquelles cette personne de hockey a accès, de Natural Stat Trick auxquelles tout le monde a accès, et d'autres, tout ça. Et ça favorise entièrement le Canadien. Ouais. Puis déplorait le fait que ce serait la débandade le lendemain, les hauts cris, on monte aux barricades, etc. Est-ce qu'on a fait ça? Non. Pas nous nécessairement, mais ailleurs. Ailleurs, oui. Ailleurs. Et que justement, que ça manque de distance, ça manque de recul. Ouais. Et après, cette personne de hockey m'a posé une question. Ah, ben, écoute donc. Ouais. Puis elle m'a demandé... Tu as demandé qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer notre équipe. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ah, non, c'est pas vrai. Non, combien de joueurs du Canadien sont à la bonne place en ce moment? Autrement dit, vous regardez la formation complète du Canadien, puis vous vous dites... À la bonne position. Dans sa chaise. Dans sa chaise. Ah, okay? Si seulement quelqu'un... Mais là, je vous invite là, à regarder la formation du Canadien. Alors, tout le monde en audio, on regarde. Ouais, tout le monde sait à peu près c'est quoi. Ouais. Il y en a combien qui sont à la bonne place? On peut arguer que Cole Caulfield est un... puis arguons, tu sais, que Cole Caulfield est un ailier de premier trio. On peut faire... Dans une équipe gagnante? C'est tout, tout dépend, c'est ça, parce que... Oui, c'est ça. Ben, on va élargir les marges un peu parce que sinon, il n'y en aura peut-être pas. Dans une équipe pas perdante. C'est sûr que Nick Suzuki, s'il joue au Colorado, il n'est pas premier centre. Mais il est deuxième centre. Oui, ben forcément. Là. Okay. Je veux dire... Non, mais là, il est premier centre avec le Canadien. Mais est-ce un premier centre? On peut en débattre, mais... Pour les fins de l'exercice, plaçons-le. Mais là, vous regardez ça. En ce moment, Kirby Dach n'est pas à sa place, ni au centre du deuxième trio, ni probablement à l'aile du premier. Mais là, est-ce que Slavkovski... Mais c'est des joueurs de top 6, là. Est-ce qu'on peut comme... Tu sais, court-circuitons, le court-circuitons, Suzuki, Dach, Slavkovski... C'est des joueurs de top 6. Ça en fait 4. Bon. OK. Evans ne l'est pas. Newhook, le jury... Pour l'instant, il ne l'est pas. Non. Okay. Pour l'instant, il ne l'est pas. Gallagher ne l'est plus. Dvorak, on oublie ça. Anderson. Non, mais là, eux ne sont pas dans le top 6, ils sont dans le boss. Dans le troisième trio, eux, Gallagher, Anderson devraient être là. OK, ça en fait 6.
Les jeunes du 4e trio, c'est correct. Kapanen, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être Ça va en retourner en Suède. Europe. Heinemann a très peu d'impact. Armia, c'est difficile, mais Mais ils ne sont pas à leur place. mettons que ça en fait 7. Puis là, je trouve Tu trouves qu'on a été bon? on a la définition lousse. Ouais. Ouais. Puis Ample. après ça, en ce moment, là, À la dans le groupe de défense, défenseurs, ouais. à part Caden Goulet, mettons, Ben, Mike Matheson n'est pas à sa place sur un premier duo. Non, Mike Matheson, Lane il Hudson, joue vraiment pas bien, Mike Matheson, depuis c'est le une début de la saison saison. difficile. Lane Hudson est ou va être très certainement un défenseur de top 4, mais en ce moment, est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir comme défenseur le plus utilisé parmi ton top 4 à jouer sans... Tu sais, idéalement, Ben, c'est pas comme ça que c'est- t'intègres Non. un défenseur de 20 ans, un kid, frêle en plus. Mais il est quand même, pas la façon de faire. il est quand même parmi les 2 meilleurs défenseurs de l'équipe. Donc, on va mettre Hudson Non, et Hudson a sa et place Goulet dans à le leur top place. 4. Jacky et Barron, en ce moment, sont pas capables de prouver que ce sont des défenseurs réguliers dans la Ligue nationale. Donc, pas à leur place. Alors, ça te fait 2 défenseurs. On avait dit 6 attaquants. Mais est-ce que C'est 7. à la fin, Bon. à la Fait que fin, ça fait la moitié de est-ce l'équipe. est-ce que le problème, c'est que quels joueurs sont à la Le bonne tiers. place ou est-ce que l'alignement est assez Oui, ben, Et dans pas le fond, assez la compétitif. démonstration que ça fait, c'est que l'alignement n'est pas compétitif, dans le fond. Parce que si tu as environ la moitié des joueurs. Le tiers. Moi, 6 sur 18. Ben là, on est avec les défenseurs, puis mettons, on monte en beau, puis bon, on arrivait à peu près à 10. 9-10, disons la moitié. Moi, je pense que c'est plus le tiers, là, mais Disons la moitié. à peu près la moitié de l'équipe qui est au bon endroit au bon moment actuellement, là, Ouais. tu sais, qui joue ou que ces joue à sa joueurs-là place. jouent à leur place. Ça fait quand même bien juste 50% de l'équipe et ça démontre que cette formation-là, justement, n'est pas compétitive. Alors, c'est sûr que quand tu isoles ça puis que tu regardes ça, tu les prends un par un, tu te dis, ouais, c'est pas si étonnant. C'est pas si étonnant ce qui se passe là. Non. Et est-ce qu'on est étonné? Honnêtement, avant que la saison Non. débute, on disait qu'ils vont terminer 7e ou 8e dans leur division. Ben, moi, là où il y a de l'étonnement, puis on en a parlé la semaine passée, c'est au niveau de l'engagement. Là. Que c'est comment dire? Ça, on a vu une différence par rapport Puis, et moi, je pense que ça va revenir. Tu sais, je vois pas pourquoi ça reviendrait pas. Je mets ça sur le compte, je sais pas, d'un mauvais début de saison ou d'une mauvaise... c'est ponctuel, à mon sens. Moi, je vois 2 dangers par rapport à ça, par rapport à l'attitude de l'équipe. Ce qu'on a vu au cours des dernières saisons, c'est que les jeunes démarraient avec énormément d'enthousiasme. Tu sais, on commençait la saison en Lyon. L'équipe se maintenait sur la ligne de flottaison. Je parle tu sais, 500 autour de environ, 500, c'est jusqu'au ça? mois de décembre. C'est ça. Puis après ça, là, il y avait un décrochage parce que l'équipe s'essoufflait, parce qu'il y avait des blessures. Beaucoup de blessures, qu'il y avait ouais. Là, on a commencé... On essaie autre chose. On a commencé avec le rythme brisé C'est ça. d'après les fêtes. Là. Et ça, je me demande si c'est le résultat des 2 années précédentes à perdre constamment, puis à un moment donné, il y a une usure. Ou si c'est juste un accident de parcours, puis ils vont réussir à retrouver ça. Et j'ai peur que s'ils ne le rattrapent pas, là, que ce soit une saison perdue. Là, parce qu'il va y avoir un... Si ça, c'est le meilleur, c'est le plus d'enthousiasme qu'on peut avoir, et qu'il y a une autre coche inférieure qui s'en vient à un moment donné à la mi-saison, ça sera pas beau. Là. Et ça va être une saison perdue. Il n'y aura pas de progrès pour personne. On va laisser partir des vétérans, puis on va recommencer encore l'année prochaine avec une Aller équipe. chercher des bons choix. Ouais. Alors, me frotte les mains. c'est une expédition très hasardeuse quand tu fais un projet très hasardeux quand tu décides de faire une reconstruction. Puis là, c'est la première fois qu'on voit que là, le plan, ça ne repose pas sur grand-chose de solide et que ça peut Exact. partir à gauche, à droite. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour essayer de corriger ça. Moi, il y a 2 choses par rapport à la reconstruction qui me font lever le sourcil. C'est que, premièrement, premièrement, une reconstruction, ça dure 2 pas, choses. ça dure pas 3 ans. Premièrement. Non, Ça Non, dure- ça ne dure 12 pas- ans. ça dure plus. Ça dure comme 7, 8. 6, 7, 8. Si c'est pas 10. OK? Et là, Et là. ça, mais ça, c'est quand tu regardes les exemples par la jurisprudence. Là, Oui. OK? La jurisprudence relativement récente. Oui. Et c'est pas comme ça que, évidemment, ça a été présenté par la direction du Canadien, puis on le comprend, là. Ça aurait été un fiasco de relations publiques de dire dans 10 ans, on va être bon. Donnez-nous 10 ans. Restez là. Restez là, Restez donnez-nous là. une petite décennie.
Puis ça va mieux aller, on vous le promet, dans 10 ans. On se plaignait des plans quinquennaux de Bob Gainey à Oubliez le l'époque. quinquennal. Qu'est-ce que tu veux faire avec un plan quinquennal? Là, c'est quoi l'adjectif de... On va mettre une équipe de recherche là-dessus. Décimal? Non. Déquinquennal. Dodé. OK. Là, Dodé, ça, c'est 12. Coupe-moi la parole. Enchaîne. Mais bref, alors, ça, Kent Hughes et Gorton en sont conscients, je suis certain. On donne souvent l'exemple des Rangers, ou eux le donnent souvent, mais ça demeure que... C'est un contre-exemple. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Il n'y a pas d'Artémis Panarin qui va dire au 1er juillet, moi, je m'en viens jouer. C'est ici et nulle part ailleurs que je viens jouer. Puis il n'y a pas de gagnant du trophée Norris qui va dire, moi, je manœuvre pour me faire échanger à Montréal parce que c'est le seul endroit où je veux jouer. Et puis il n'y a pas d'autres premiers choix du Canadien qui va quand même survenir parce qu'il y a un contexte farfelu qui t'amène à remporter la loterie puis de ramasser Alexis Lafrenière au passage, qui, vit une éclosion depuis 1 an et quelques, mais qui a quand même mis du temps, il faut le rappeler, c'est devenu un joueur dominant. C'est devenu un joueur dominant, mais c'est récent. Il a été repêché en 2020, premier au total. Donc, c'est un rappel aussi. Si la reconstruction avait reposé sur lui, là, en bonne partie, comme c'est un peu le cas pour Slavkovski, par exemple. Ils auraient probablement pas encore participé aux séries, les Rangers. Ils sont pas là. Ils sont pas là du tout, là. Tu sais, s'il n'y a pas de Fox puis de Panarin et tout ça, ils sont probablement pas là. Donc Et on le disait quand il avait été sélectionné à Lafrenière que ça détonnait dans le paysage de la Ligue nationale de voir un premier choix total tomber dans une équipe remplie de vétérans aguerris au lieu d'arriver dans un désert puis de se faire donner les clés et de dire, mon vieux, premier avantage numérique, 20 minutes par match, vas-y, fais tout ce que tu veux. Fais des points, puis on est content. Lui, il a fallu qu'il mange son pain noir sur un troisième trio qui ne joue pas d'avantage numérique. Fait que ça a été plus long, mais c'est un bon joueur de hockey. Puis là. Finalement, c'est très bénéfique parce que à l'inverse de ça serait Zegras, mettons, qui amasse 65 points à ses 2 premières saisons, mais qui finit moins 30 puis que là, il est tout perdu. Et le deuxième point, parce qu'il y en avait 2, qui m'inquiète par rapport à la reconstruction, c'est nommez-moi une reconstruction qui a réussi sans joueurs, sans super vedette. Il n'y en a pas. Même, je te dirais que ces reconstructions-là n'ont encore pas réussi. Si tu parles des Oilers. Il y a les Oilers. Donc, si tu parles de gagner la Coupe Stanley, là, parce que bon. C'est un peu là, il y a une certaine forme de paradoxe là-dedans où c'est à peu près certain que ça te prend des super vedettes pour aller jusqu'au bout puis gagner la Coupe Stanley, mais c'est pas parce que tu en as que c'est une garantie. Mais quand t'en as pas... Mais c'est qui la... C'est pas mal une garantie. T'es dans le c'est qui la super vedette des Panthers? Quand même, là, Barkov en partant. Non, mais je dis pas que c'est pas des... super vedette sous-estimée, je pense. Oui, parce que c'est un des meilleurs centres de la Ligue nationale en termes de jeu complet, là. C'est clairement... c'est un des meilleurs joueurs. Ils n'avaient pas un marqueur de 50 buts l'année passée. Il y avait presque 60, Sam Reinhart. Ouais. C'est ça, le jour où tu vas avoir... Puis Matthew Tkachuk, c'est pas une super vedette? Je pense que oui. C'est ça. Ils sont allés les chercher pense toujours autrement. À McDavid. On pense à ça. Bobrovski est un des meilleurs gardiens de sa génération. Si tu remontes à... Oui, puis eux autres, ils ont profité du fait qu'ils sont une destination prisée par les joueurs de la Ligue nationale pour aller chercher tous ces gars-là et les garder à moindre prix, à moindre coût en plus, en raison du taux de taxation favorable. Mais si tu remontes, mettons, au début de l'ère du plafond salarial, les Pingouins, ça va, il y en avait une ou deux, des super vedettes, OK. Après ça, Chicago, même chose. Los Angeles, ça n'a pas été une reconstruction classique, mais ça demeure qu'ils ont repêché au 2e rang. Doughty, c'était en 2008, je pense. Je pense que c'est après Steven Stamkos. C'est la seule équipe véritablement défensive qui a gagné la Ligue nationale, la Coupe Stanley. À une époque où on ne gagnerait plus comme ça aujourd'hui. Là, à l'époque, ça se faisait. Mais Doughty, ça fait quoi? Ça fait peut-être un peu moins maintenant, mais il a été parmi les 3, 4, 5 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale pendant 10, 12, 14 ans. La seule exception, je dirais, qu'il n'y avait pas vraiment de grandes super vedettes. Les Blues. Les Blues, peut-être les Golden Knights, mais les Golden Knights, les règles... Constellation de vedettes. C'est ça, ils ont tellement de profondeur, leur bassin de talent élargi est tellement profond par rapport aux autres. Ils ont bénéficié des nouvelles règles de l'expansion, puis ils n'ont jamais cessé de bâtir là-dessus, mais
ils ont commencé avec une profondeur incroyable par rapport aux autres. Et ce n'était pas une reconstruction, on c'est s'entend, ça, là. c'est ça. C'était une construction. Ouais, c'est carrément. Exact. Mais puis bon, donc il y a toutes celles-là, puis après ça, tu as les Oilers, les Sabres, les Sénateurs pour qui, jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne toujours pas. Les Red Wings qui, honnêtement, s'en vont dans le mur un peu, je pense, avec cette reconstruction-là. Tout ce monde-là pour qui ça fonctionne pas. L'Avalanche, ça a pris à peu près 10 ans. Il a fallu McKinnon, il a fallu Makar, Rantanen. En veux-tu des super vedettes? C'est rien que ça. Le Lightning aussi, ils ont vraiment bien été administrés par la suite. Ça demeure que la base de ce groupe-là, qui a participé à 4 finales de la Coupe Stanley puis qui en a gagné 2, c'est Stamkos repêché au tout premier rang, puis Edman l'année suivante au deuxième rang au total. Là. Puis après ça, du repêchage de très grande qualité. Puis il y a un autre groupe qui a grandi dans la Ligue américaine avec John Cooper puis qui a gradué. Des super vedettes de deuxième tour, Nikita Kucherov, de troisième tour, Braden Point, des échanges savamment orchestrés. Puis bon, alors ce n'est pas que ça, mais quelle reconstruction a gagné sans super vedette? Mais là, pourquoi qu'on a fait ça d'abord? T'es fâché, là? Non, mais si ça si ça marche pas, si ça prend 10 ans, est-ce qu'il y a... Puis on va... parce que comment dire, la conversation prend un tournant qui est très intéressant. Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, rien à faire. La patience. Parce que moi, j'accroche... Il y a à faire, là. Parce que, on a parlé beaucoup de ça, Martin. C'est pas un constat Cette d'échec. équipe-là est jeune. Cette équipe-là est très jeune. Est-ce que ça serait le temps, là? Et est-ce que les Sénateurs ont jamais vraiment fait? Est-ce que les Sabres ont pas bien fait non plus? C'est d'entourer les jeunes. Est-ce que ça, c'est un morceau, c'est quelque chose à faire? C'est parce qu'à un moment donné, quand le plan ne fonctionne pas, c'est là que ça se met le portrait se gâche pour vrai, là. Les propriétaires qui confient le mandat à leur directeur général ou à leur VP opération hockey de procéder à une reconstruction, ils ont l'esprit ouvert au début, puis ils disent allez-y, mais à un moment donné, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, si ça ne fonctionne pas, là, il y a des gens qui commencent Il y a de l'impatience. Il y a des gens qui commencent à perdre leur emploi, puis je pense que c'est normal. Aussi, c'est très long au hockey dans le sport professionnel, 5 ans, là, c'est extrêmement long. C'est la moitié de la carrière d'un grand joueur, là. Et là, ça se met à aller dans toutes les directions. Puis ton plan de reconstruction, au départ, tu as des vétérans qui sont là, tu dis, ils vont accueillir les jeunes. Mais là, ces gars-là partent. Puis là, tu te retrouves avec un paquet de jeunes. Tu importes des joueurs d'ailleurs, qui là, ils arrivent, eux autres, dans un contexte perdant, puis ils sont pas nécessairement heureux, puis ils n'ont pas nécessairement le respect de leur... C'est difficile de t'imposer dans un vestiaire quand tu viens juste d'arriver, là, puis de prendre les commandes de ça. Et ce ne sont pas les destinations les plus courues par les bons joueurs établis qui vont... Et là, tu te mets à... Là, la boule de neige se met à grossir. Ouais. Ça devient exactement une spirale infernale. Et là, moi, je trouve qu'on n'est pas tout à fait là. Tu sais, les jeunes qui sont là j'endosse totalement ce qu'Alex dit. Il y a beaucoup de jeunes là-dedans, tu dis, ils vont devenir des bons professionnels aguerris dans la Ligue nationale, des joueurs corrects, mais... Est-ce qu'il y a du super talent? Ça fait en sorte que ça peut être encore plus long. C'est pas un constat d'échec, là, je veux te rassurer, parce que je te vois, moi, je sens le désarroi, ou j'entends, je fais des blagues. Je me sers de toi, je projette. Je suis le public. Le public, exactement. Oui. Non, mais il y en a peut-être qui sont d'accord avec ce que je dis, d'autres que ça frise un peu, que ça froisse plutôt, pardon. Mais c'est pas un constat d'échec. Peut-être que Demidov va en être une. Peut-être que Lane Hudson. Peut-être que, oui. Slavkovski. Peut-être que Slav, c'est ça. C'est pas un constat d'échec. Reinbacker. Et il y a d'autres façons d'en attirer. Tu as nommé les Panthers de la Floride. Je comprends qu'on ne vend pas. On n'a pas les Montréal puis Sunrise, c'est pas les mêmes arguments de vente. D'accord. Mais les Panthers ont été la risée de la Ligue nationale, ou en tout cas, parmi la risée de la Ligue nationale presque depuis leur naissance. Longtemps, oui. Pendant presque 30 ans. Ça a pris l'arrivée de Bill Zito, mais ça fait pas très longtemps. Et puis même s'il y avait du 109 tout le temps, du grand talent, des hauts choix au repêchage, des fois on se trompait dans la sélection, des fois on bousillait un peu des carrières. Et c'est ça, c'était un peu le folklore là, en Floride. Là. C'était le fun d'aller jouer en gogoune, puis on a cette image-là un peu cliché, mais c'était ça. Country club. C'était un country club, tu sais. Puis c'est quasiment avec l'arrivée de Tkachuk
que ça a changé. Parce que oui, la gang Huberdeau et compagnie ont réussi, ont fait en sorte que cette équipe-là a fini par participer aux séries éliminatoires, mais c'est jamais vraiment placé comme prétendante non plus. Là. Puis bon, c'est presque avec l'arrivée de Matthew Tkachuk il y a 2 ans et demi que ça a changé. Et puis là, ils ont pu profiter. Justement, Bill Zito a rendu les Panthers a fait en sorte que c'est devenu une destination prisée. Et puis les Reinhardt sont arrivés. Il y a eu plusieurs bons échanges. Tu sais, dans ces grands joueurs-là qui ont fait avancer le club, là, Forsling a été récupéré au balotage. Brandon Montour, c'est pas eux qui l'ont repêché non plus. Bobrovski, ils lui ont offert un contrat comme joueur autonome. Reinhardt, c'est un échange. Bennett, c'est un échange. Il y a, dans les têtes d'affiche, il y a pratiquement que Barkov, donc il y a moyen de le faire. Là. Puis c'est pas le seul exemple. T'sais. Et Vegas l'a gagné autrement la Coupe, et puis les Blues l'ont gagné autrement aussi. Donc il n'y a pas qu'une voie, mais dans la voie classique, typique de la reconstruction, c'est pas un constat d'échec, c'est juste un peu une sonnette, un signal d'alarme. Puis c'est pas un signal d'alarme pour la direction, parce que je suis convaincu qu'Hughes et Gorton sont conscients de ça. Puis d'après moi, ils ont des hypothèses puis des idées sur comment faire pour venir combler ça quand ça va être le temps. Mais c'est sûr que ça va prendre du talent de pointe. On en parlait déjà l'année dernière. Je pense que c'est encore un constat et que tu peux pas constamment confier l'équipe, toujours la rajeunir, en intégrant de plus en plus de recrues, en envoyant ailleurs les vétérans. Vieux. Alors moi, je sais pas exactement c'est quoi la solution. Là. C'est pour ça que je fais juste commenter l'actualité au lieu de la faire. De la faire. Exactement. D'être dans l'action. C'est facile. D'être dans l'action, ben oui. C'est facile. Backbencher, là, y a pas, c'est beaucoup plus facile. C'est moins bien payé aussi, à juste titre. Mais... Et quand la gloire passera, ben moi, je repasserai. Toi, tu repasseras. Mais donc, alors, c'est un peu ça. Alors, il faut pas s'alarmer, mais il faut être conscient que c'est ça. Ça se fait pas en un tour de main. Ça va encore prendre du temps et ils n'ont pas nécessairement actuellement tous les éléments qu'il faut pour que ça soit un succès. Je ne suis pas convaincu que malgré la pléthore de jeunes et de choix et de la banque de ce que vous voulez, qu'en ce moment, ils ont les ingrédients que ça prend pour devenir une équipe dominante. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. On est très systématique ici, tellement hockey. Alors, le mois d'octobre est terminé. On a demandé aux gens via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport d'écrire le mois d'octobre du Canadien en un mot. Et là, il y a des gens qui ont de la difficulté avec les consignes. On avait dit en un mot. Jacques Robitaille, il va d'un long paragraphe. Mais Jacques, sur Facebook, improvisation. C'est un mot. C'est un bon mot. Vous pouvez réagir. Ou pas. Consigne comprise. Oui. Pour Jacques. André dit décevant. Toujours sur Facebook. Carl Marmotte, comme dans L'Histoire se répète. Gilles, décevant. Richard, difficile. Toujours sur le book. Mario, pénible. Serge, décevant. Denis, continuité. Quelque chose là. Yann, sur Facebook, moyen. François, octobre. C'est un mot. C'est un bon mot. Tony, inquiétant. Ça recoupe. Michel, prévisible. Ça aussi, ça recoupe. Jack, redondant. Ça, c'est une bonne observation. Et dans la catégorie ne respecte pas la consigne, Alexis a mis la vidéo d'un accident de moto. Ça, c'était sur Twitter. Quinca, c'est 2 mots, mais on va donner des points pour l'originalité. C'est Doudou sur le gram. Si ça prend un trait d'union, non? Donc, ce serait un mot. Ah, je sais. Est-ce que quinca, ça s'écrit avec un trait d'union? Et on n'a toujours pas trouvé l'adjectif. Qu'est-ce qui est l'adjectif pour 10 ans? C'est un mot. C'est un mot. C'est un mot quinca. Alors, bravo, Doudou. Beau respect de consigne. Oui. Puis, il a dit qu'un plan de 10 ans, c'est un plan. Est-ce qu'on a trouvé ça? L'équivalent de quinquennal pour 10 ans. Et on termine sur le tube. Jonathan, en un mot, le mois d'octobre. Vomi. C'est le mot, en tout cas. C'est le mot. C'était le mot la semaine dernière. Du mois d'octobre, oui. Ben, je pense que ça a fait. C'est peut-être le mot de l'année d'ici cette fin de saison. Le mot décennaux.
un décennal. Des plans décennaux. Un plan décennal. Décennal. Alors, c'est le plan décennal. Voilà, on l'a trouvé. Le mot improvisation m'intrigue quand même. Y a-t-il de l'improvisation chez le Canadien en ce moment? Ben, il se passe pas grand... Ah, peut-être au niveau là, des trios et ces affaires-là, parce que sinon, il se passe pas grand-chose. Non, mais de l'improvisation, ça suggère que qu'il n'y a pas de plan. Qu'il n'y a pas de plan. Tu sais pas ce que tu fais. Ouais. OK, ben c'est une bonne question. Ouais, y a-t-il de l'improvisation? Y a-t-il un plan? Je suis pas sûr. Là, c'est ça, depuis que j'ai entendu ça, j'essaie de réfléchir. Je suis pas sûr que je vois de l'improvisation, justement. C'est si Hughes se met à partir dans toutes les directions puis essayer de colmater les brèches, parce que on entre, pour faire écho à ce que Martin disait, le Canadien entre quand même dans une période délicate de la reconstruction où il va commencer à avoir de l'impatience des partisans, peut-être un peu de mécontentement du propriétaire. Et puis, c'est souvent là que ça part en couille. Oui, c'est ça. On tente d'accélérer les reconstructions rapido, là, en faisant du petit rafistolage. Et puis, c'est là que des fois qu'on peut le regretter. Ouais. C'est arrivé au Sabre, c'est arrivé ailleurs. Donc... on n'est pas pour là. l'instant, on n'est pas là-dedans. Je ne suis pas certain qu'il y a de l'improvisation. Peut-être qu'il parlait du travail de Martin Saint-Louis. Là non plus, je vois pas d'improvisation pour l'instant. Pour l'instant. Mais c'était pas une question, mais ça fait naître chez moi une question intéressante. On va garder ça à l'esprit. Bon, allons ailleurs. D'accord. Est-ce que c'était... Oui, la semaine passée, on en a parlé un petit peu du début de saison ordinaire des Bruins. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux partisans et aux partisanes du Canadien de voir que ça peut aller mal ou moyen ailleurs. Puis, c'est une occasion, parce qu'il y a eu l'incident Brad Marchand, Jim Montgomery. Il n'y a pas Pasternak qui a été encore assis, cloué. Qui a été assis pour la première fois, cloué au banc. Encore récemment. C'est ça. Moi, je trouve ça intéressant, ce qui se passe chez les Bruins, parce que, c'est le deuxième épisode en une douzaine de jours où un des leaders de l'équipe est rappelé à l'ordre par l'entraîneur. Pasternak, c'est un leader majeur dans cette équipe-là qui se fasse clouer au banc pendant une période complète dans un match contre le Kraken. Un match quand même où le pointage était serré, là, où tu peux avoir besoin d'un but. Et il s'est passé un peu la même chose qu'avec Brad Marchand il y a une douzaine de jours. Brad Marchand s'était fait, lui, enguirlander sur le banc, mais lorsqu'il avait rencontré les journalistes 48 heures plus tard, 24 heures plus tard, Brad Marchand avait dit « Moi, je suis content que mon entraîneur m'ait rappelé à l'ordre. S'il ne l'avait pas fait, ça signifierait qu'on a de gros problèmes, des problèmes beaucoup plus gros que ça. » Et Pasternak a fait la même chose hier. Il a dit « Je dois être meilleur. Mon jeu n'était pas à la hauteur et je dois... » Et ça, si les gars le pensent vraiment, c'est un exemple de bon leadership. Comme c'est arrivé la saison dernière quand John Cooper a collé sur le banc simultanément Steven Stamkos, Kucherov et Braden Point au banc pendant une période complète dans un match contre Buffalo. Et l'entraîneur avait dit, écoutez, ces gars-là nous font gagner 99% de nos victoires, c'est grâce à ces gars-là. Mais là, ce soir, j'ai jugé qu'ils ne nous aideraient pas à gagner, qu'ils ne nous aidaient pas. Et c'était la décision à prendre. Et quand John Cooper a pris des décisions comme ça au cours des dernières années, ça a toujours été endossé par ses joueurs de dire on a une culture d'excellence ici, puis il ne faut pas tolérer d'écart. Mm-hmm. Et c'est bon pour tout le monde. De la part, c'est ça, c'est bon. Il faut que ce soit bon pour tout le monde. Et les athlètes aiment quand les consignes sont claires, quand il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, si comme on a longtemps cru, ou on a longtemps entendu que quand tu diriges dans la Ligue nationale, il faut que tu flattes tes super vedettes dans le sens du poil, parce que sinon, tu vas perdre ton vestiaire, tu vas perdre ton emploi. Mais est-ce que le contraire n'est pas aussi vrai? Si tu les laisses faire ce qu'ils veulent, tu perds le respect de tout le monde. Alors, moi, j'aime ça, de voir les Bruins réagir, les leaders des Bruins réagir comme ça, mais en même temps, on dirait qu'il se passe des choses qu'on ne voyait pas auparavant chez les Bruins. On ne voyait pas les entraîneurs des Bruins auparavant être obligés de rabrouer leurs leaders comme ça ou de les punir. On ne voyait pas de joueurs importants dans l'équipe tenir tête à la direction pour avoir un meilleur contrat ou pas se présenter au camp d'entraînement. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas un entraîneur arriver avec sa dernière année de contrat derrière le banc de l'équipe. On dirait qu'il y a comme un petit peu... On dirait que la terre tremble un petit peu ou qu'il y a un petit peu d'instabilité.
Mais si les leaders des Bruins sont sincères dans ça, qu'ils disent c'est comme ça qu'il faut que ça marche, ça annonce que cette équipe-là va sans doute se replacer sur les rails. Et je voyais un lien avec ce qui se passe chez les Canadiens, les joueurs qui voient un entraîneur plus sévère et qui endossent ça et qui sont d'accord avec ça. Alors, on verra comment ça ira chez les Bruins, mais il y a quand même quelque chose. Ouais, il y a quand même quelque chose qu'on ne voyait pas dans la culture de cette organisation-là depuis très, très longtemps. Parce qu'il y avait, un leadership... je dis pas ça là, contre Brad Marchand ou David Pastrnak, mais je veux pas Patrice Bergeron, Zdeno Chara avant lui. Ça a été des capitaines d'exception. Là. Exact. Ouais. Et Brad Marchand devrait être pas loin de cette catégorie-là. Là. Je pense bien. Puis comme Martin dit, on va le voir là. Je ne sais pas. Est-ce que... Parce que c'était pas l'image du capitaine parfait qu'on faisait Marchand. Il n'y a personne qui l'aurait imaginé avec le C il y a 10 ans. Là. Je pense que beaucoup de gens, on savait qu'à cause de son âge et de son ancienneté, c'était un candidat pour être capitaine, que c'était un candidat logique, mais tu regardes son parcours de carrière, c'est un peu, des fois, le gars qui avait une bulle au cerveau, qui posait des gestes invraisemblables. Tu dis, voyons donc, alors de le voir comme leader de cette équipe-là, c'est particulier. Et ça m'a fait penser, je pense qu'on en a parlé au cours des années précédentes dans le balado, le fameux livre de Captain Class que beaucoup de dirigeants de la Ligue nationale ont fait lire à leurs joueurs. Et dans ce livre-là, on identifiait les plus grandes dynasties de l'histoire du sport. Et on disait que le point en commun qu'avaient les plus grandes dynasties, pardon, je ne sais pas ce que j'ai, c'était que les dynasties avaient soit commencé avec l'arrivée d'un grand capitaine ou c'était terminé avec le départ d'un grand capitaine. Je ne pense pas que les Bruins soient une dynastie, mais tu regardes entre 2017 et 2023, c'est l'équipe qui a eu le plus de succès dans la Ligue nationale en saison régulière. Et que là, le leadership a changé. Alors, il y a un petit soubresaut. Il y a un petit soubresaut. Est-ce que c'est un soubresaut? Parce que les standards sont quand même restés élevés, là, mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on commence à assister à cet effritement-là, ou peut-être que les leaders qui restent vont s'accrocher, vont essayer de perpétuer cette culture-là, mais ça semble pas... Plus encore que depuis 2017, j'ai fouillé rapidement, puis depuis le lockout de 2005-2006, les Browns, c'est l'équipe qui a eu le plus de succès en saison régulière. C'est parce que c'est une période de 20 ans là, environ. Puis j'ai pris cette date-là parce que Chara est arrivé en 2007, je pense, de mémoire, mais Bergeron était là. Donc ça coïncide avec l'arrivée de ces immenses joueurs-là. Et même s'ils n'ont remporté, puis je vais le mettre entre guillemets, qu'une Coupe Stanley, on est en finale, 3 finales quand même. Ouais. C'est qu'il faut remettre le terme dynastie en perspective. Là. Ça n'existe. Une dynastie, maintenant, c'est une équipe là, qui... Je pense qu'on n'est pas loin de ça. Il y a eu celle des Pingouins aussi, je pense qu'on peut la mettre dans la même catégorie. Celle du Lightning, des 10 dernières années, puis des Blackhawks. Tu vois, les Kings, j'aurais pas mis de dynastie, malgré leurs 2 Coupes Stanley. Ça a été des parcours opportuns, exceptionnels au bon moment, mais c'était pas le même genre de domination. Mais ouais, je pense que c'est ces équipes-là vraiment. Mais quand même, les Bruins, c'est l'équipe par excellence depuis 20 ans dans la Ligue nationale, suivie par les Pingouins et les Caps. Donc, c'est ça. Mais oui, les choses changent. Puis écoute, moi je l'aurais jamais... J'ai jamais prédit aux Bruins une descente. C'est jamais arrivé. Là. Au début d'une saison, jamais fait ça. Je serais jamais allé là, mais un jour, force est d'admettre que ça va arriver, mais c'est pas moi qui va la prédire. Mais dans un contexte de plafond salarial, sans bénéficier de choix top 5, c'est exceptionnel. Ce qu'ils ont fait, ça sort de l'ordinaire. Il faut que ça prend un leadership très fort, mais là, c'est un nouveau leadership qui est en place. Et on verra bien aussi si parce que tu faisais des parallèles avec le Canadien, c'est ça. On ne sait pas non plus ce qu'on a sous la main, ou enfin sous les yeux, je devrais dire, là, à ce stade-ci. On ne sait pas. Exact. Avant de s'en aller, tu as chroniqué là-dessus, Martin. Je pense que je ne l'ai pas lu. Je pense que je ne l'ai pas lu. Tu as le droit. C'est la première fois que ça arrive.
Ben, j'ai le droit, en tant qu'ami, oui, mais en tant que professionnel de l'animation, non. C'est un grave manquement. Faut pas. Si seulement il y avait du leadership dans Stéréo pour me ramener, parce que c'est ça, un bon leader ferait... Tu vois, regarde, t'as du travail à faire sur ton leadership. Un bon leader aurait moi, dit, j'aurais pu reprendre c'est la balle au inacceptable. banc, ouais. C'est inacceptable. On s'attend à un meilleur standard. Mais j'ai vu la nouvelle passer, puis c'est un sujet qui nous... qui nous occupe depuis depuis que notre collaboration existe. J'entends par là la problématique des coups à la tête et des conséquences graves que ça peut avoir sur les joueurs. Là, l'Association des joueurs a mis sur pied un comité pour checker ça. En vue de la prochaine négociation de la convention collective dans 1 an et demi, 2 ans. Là. Ouais. Exact. Mais étant donné que Martin a chroniqué là-dessus, je vais le laisser développer son idée. Mais effectivement, un comité qui va travailler avec des neurochirurgiens pour être au fait, bien informé. Parce que c'est pas le cas en ce moment. Non, exactement. Il y avait pas, à l'Association des joueurs, en ce moment, il n'existait pas de... Il n'y avait pas un dossier quelque part là, avec des données là-dessus. Ben, contrairement aux autres ligues professionnelles nord-américaines, la Ligue nationale est la seule à ne pas reconnaître les conséquences des coups à la tête ou la causalité du fait de jouer au hockey avec la possibilité de développer des maladies neurodégénératives graves. C'est la seule ligue qui ne le reconnaît pas. Donc, ce comité-là, je te laisse développer, Martin, va tenter de mettre fin à la chose. Ah, exact. La Ligue nationale est à l'âge de pierre en matière de gestion des coups à la tête, de reconnaissance du fléau que ça peut être et des effets dévastateurs que ça peut avoir sur la vie des joueurs. Et moi, je me suis toujours demandé, au début, j'ai beaucoup dénoncé ça comme chroniqueur, puis le fait que Gary Bettman, ouvertement, niait la science, disait non, il n'y a rien qui prouve qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Et ça m'a toujours étonné de voir que quand arrivaient les négociations de convention collective, c'était jamais une revendication de la part des joueurs. Puis à un moment donné, tu finis par te dire, écoute, ils ont accès à la même information que nous tous, là, puis c'est leur métier, j'imagine, qui s'intéresse. C'est leur tête, c'est leur cerveau qui est placé dans la ligne de feu. Et à un moment donné, tu finis par te dire, ben, s'ils ne sont pas assez intelligents collectivement pour revendiquer un meilleur contexte de santé et sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Que peut-on faire? C'est leur problème. On ne peut pas aller les sauver à leur place. Et Marty Walsh, le directeur exécutif de l'Association des joueurs, est un ancien leader syndical, ancien secrétaire du travail des États-Unis. Et moi, je trouve que c'est un exemple de fort leadership, de dire... Premièrement, quand tu es leader syndical, ça ne veut pas dire que tes membres te suivent aveuglément sur n'importe quelle piste, là. Et les joueurs de hockey, quand arrivent les négociations, ce qui les intéresse, c'est le partage des revenus et tout ça. Et quand tu as 20 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, dans n'importe quelle industrie dans le monde, quand arrivent des négociations de conventions collectives, les plus jeunes dans le syndicat sont beaucoup intéressés par les augmentations salariales et les plus vieux, eux autres, sont intéressés par les bonifications au régime de retraite. Alors, tu vois, les préoccupations changent. Se projeter dans le temps, ça arrive à un certain moment dans la vie et les joueurs de la Ligue nationale prennent leur retraite très tôt. Alors, se projeter dans le temps de quoi je vais avoir l'air quand je vais avoir 60 ans ou 65 ans, quand tu as 25 ans, tu penses peu à ça et tu te penses invincible et tu dis, moi, je fais attention à moi, je me protège, je n'aurai pas de problème. Alors, de voir que le leader de l'association des joueurs décide de dire, là, on va former un comité, il va y avoir... au bout du compte, il va y avoir 32 joueurs sur ce comité-là, donc un représentant par équipe. Donc, ils vont faire circuler l'information au sein de leur équipe. Ils vont être appuyés par des spécialistes en neurosciences, puis ils vont se faire expliquer, ils vont se faire éduquer. Et en tant que leader de cette association-là, j'espère que ça va faire naître l'étincelle et qu'ils vont, si on fait de ça un enjeu de négociation de convention collective, ils vont y tenir et dire on ne bouge pas de ça tant qu'il n'y a pas des améliorations qui sont faites dans les règles de jeu ou quoi que ce soit. Et les joueurs de la Ligue nationale l'ont déjà fait. Là, quand il y a eu le lockout de 2004-2005, ils ont milité, ils ont formé un comité. Brendan Shanahan présidait ça, puis éliminer la ligne rouge, l'accrochage, un paquet de choses parce qu'ils voulaient améliorer le spectacle, mais ils peuvent tout aussi bien revendiquer des choses pour préserver leur santé.
Alors, ils font ça, je pense, en collaboration avec la Fondation là, pour l'héritage sur l'encéphalopathie traumatique chronique et l'Université de Boston. Alors, souhaitons que ça chemine et que les joueurs s'éduquent et qu'ils finissent par obtenir ces progrès-là, parce que s'ils attendent après les propriétaires, ça n'arrivera jamais. Ils vont être traités comme de la chair à canon et ça ne s'améliorera jamais. Là. Et ça se confirme avec le début de saison dans la Ligue nationale. J'en parlais avec Slavkovski lundi, puis j'ai demandé, est-ce que tu penses que la Ligue aurait dû, le département de sécurité ou de l'insécurité des joueurs aurait dû revoir le coup de Noel Acciari à ton endroit? Puis il a dit oui. Carrément, il dit je comprends pas. C'est vraiment un cas où Acciari, les gens savent certainement de quoi je parle, là, dans la fin du match contre les Pingouins samedi soir. C'est vraiment un cas où Acciari et Slavkovski sont dans une course pour la possession de la rondelle et c'est clair qu'Acciari va arriver premier. Et puis juste, alors Slavkovski s'attend à ça, s'attend pas à se faire frapper évidemment. Et Acciari juste décide d'arrêter de jouer la rondelle et plutôt de plaquer Slavkovski, mais en sortant le bras et directement à la tête. Alors, c'est la tête qui était le principal point de contact. C'était tout à fait évitable, qui sont les deux critères du règlement numéro 48, à savoir si c'est une mise en échec à la tête illégale, pas appliquée, pas de punition sur le jeu, rien, certainement pas revu par le département de sécurité. Il y a des exceptions à ça. Là. On considère que si le joueur s'est placé dans une position vulnérable ou s'il a tourné l'angle de son corps à la dernière seconde, mais c'est de sa faute, c'est de sa responsabilité. J'imagine que c'est un peu ça qu'on a vu. Pas moi du tout, Slavkovski non plus, apparemment. Alors, il a dit, j'en dirai pas plus là-dessus, parce que j'ai pas une très, très bonne opinion de leur travail, en gros. Là. J'ai vu Ekman Larsson faire une espèce de... ce qu'on appelle un reverse hit, là, la mise en échec offensive, quoi qu'elle n'était pas trop offensive, mais mise en échec préventive, presque, j'oserais dire. Ekman Larsson qui avait frappé un joueur du Lightning, Jake Gensel, je pense. Puis bon, ça a été revu. Finalement, ça a été une amende de 5 000 $, mais je comprends pas pourquoi dans mon cas. Et puis, tu regardes Alex Newhook contre... fais juste regarder le Canadien là, qui se fait brasser pas mal. Newhook qui s'est fait clipper, accrocher la tête par le coude levé carrément d'Andreas Englund contre les Kings de Los Angeles. A même pas été sorti du match pour passer à travers le protocole des commotions cérébrales. Puis bon, il y a eu des joueurs de d'autres équipes qui se sont adonnés à des bassesses sur les joueurs du Canadien, là, pas dans le même ordre des coups à la tête, mais Wilson sur Hudson, Trouba sur Barron, qui lui était dans une position vulnérable. Et puis c'est ça qu'on va arguer. Mais plus ça change, plus c'est pareil. Là, tu vois. Puis dans le cas de Slavkovski, moi, ça m'étonne pas tant, mais il me semble que c'est un cas... C'est un non-sens. Il y a pas... C'est pas si gris que ça. Là. C'est ça. C'est pour reprendre les propos de Martin Saint-Louis, là, c'est un peu... Il me semble que c'est assez noir ou blanc, ce coup-là. Et puis ça a fait en sorte que Jacky s'est frustré, a sorti le genou, c'était dangereux. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a donné lieu à un débat animé, on va dire, sur le panel d'Hockey Night in Canada le samedi soir, entre Jennifer Botterill, Kevin Bieksa et Luke Gazdic. Donc... ça a fait jaser. Tout le monde était d'accord? Non, pas Botterill. Non. Puis elle s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Parce que là, on était plus rendu sur le cas de Jacky. Bieksa disait j'ai pas de problème à ce que Jacky sorte le genou comme ça à la fin du match. Pourquoi? Parce que le coup d'Acciari, c'est une cheap shot. Puis il faut que tu t'attendes à ça. Il n'y avait pas d'affaire à frapper Slavkovski comme ça. Puis c'est un message que tu envoies. Tu peux pas faire ça, tu toucheras pas à nos joueurs de même. C'était à la fin de la rencontre. Jacky est là pour faire respecter sa loi. Et c'est un shérif. C'était le shérif. Donc il fallait qu'il réagisse. S'il n'avait pas réagi, on parlerait justement du fait que le Canadien ne se tient pas. Puis bon, ça c'était le point de vue de Bieksa. Luke était pas mal dans les mêmes eaux, là. C'était à peu près le même argumentaire. Puis Botterill s'est insurgé contre ça c'est à peine ça s'est retenu de les traiter de dinosaures là, en disant peut-être que les choses ont changé parce que Bieksa disait c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est ça que tu as fait à un de nos joueurs vedettes, attends-toi à ce qu'on vienne te chercher. Puis elle disait mais peut-être que ça a évolué, puis peut-être qu'il faut plus que ça soit ça, puis peut-être que c'est plus exactement ça. Il y a beaucoup d'internautes
qui se sont défoulés sur elle, en fait, sur les réseaux sociaux. Ouais, mais premièrement, c'est une femme qui évolue dans un milieu qui est très masculin, là, fait que ça fait d'elle une cible. C'est comme si elle la discréditait un peu en partant parce qu'elle n'a pas joué dans la Ligue nationale. Du moins, on voyait beaucoup ça. C'est pas ce que je pense, évidemment, mais... Puis évidemment, tous les gens qui ont écrit ça, eux, ont joué dans la Ligue nationale. Mais on voyait beaucoup ça passer. Comment peut-elle contester Kevin Bieksa qui a joué 800 matchs? Le progressiste. Mais tu sais, c'est Kevin Bieksa. Puis honnêtement, moi, je suis contre les bagarres au hockey, puis je suis content qu'elles aient été abolies au hockey junior majeur. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut être lucide. C'est beau se draper dans la pureté et tout ça, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, les sommes d'argent qui sont en jeu, etc., la nature du sport fait en sorte que si on se fiait juste aux arbitres pour régler la température des matchs, là, un assaut, okay, qui est puni 2 minutes, c'est donc un plaquage très, très sévère qui peut blesser un adversaire et donne 2 minutes de pénalité. Si les joueurs n'avaient pas la possibilité de régler la température entre eux et de réagir à ce genre de choses-là, je pense que ça serait la fin des super vedettes dans la Ligue nationale. Ce serait très facile dans une série éliminatoire d'abuser systématiquement des joueurs vedettes et tout ça. Et je suis pas en faveur, mais je me demande, étant donné ce qu'est la nature humaine... l'émotion pendant un match, quand tu vois ton joueur tomber comme ça. La nature de ce jeu-là, j'essaie d'imaginer à quoi ressemblerait la Ligue nationale si, quand un joueur se bat, il était expulsé. Je pense que les bagarres arriveraient quand même, là, parce que les gars ne pourraient pas tolérer qu'un coéquipier se fasse abuser de cette façon-là ou reçoive des coups salauds. Mais le job premier des officiels, c'est de protéger les joueurs. Et là, clairement, on voit que ce travail-là n'est pas fait, que le département moi, je l'appelle le département de l'insécurité des joueurs, là, est très laxiste dans la Ligue nationale. Fait que, à un moment donné, les joueurs prennent les choses en main. Mais je vois pas la solution au niveau professionnel pour dire on va abolir les bagarres, puis il n'y aura plus personne qui va venger personne. C'est une solution. Puis je veux pas passer pour un dinosaure en disant ça, mais juste regarder ça lucidement. Non, mais c'est qu'on a... C'est des nuances. Là. C'est une question de nuances. Sur ce jeu-là, c'est sûr que sortir le genou, ça peut être dangereux. Je sais pas, il y a... C'est la façon aussi. Puis juste parce que je veux pas que tu parles. Non, mais en même temps, on en a parlé de ça précédemment. Le Canadien est tough toujours en réaction. Comment ça que les équipes continuent de se permettre... On dit si Jacka avait rien fait, on aurait dit le Canadien se tient pas. Ouais, mais ça change, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Dans le cas qui nous intéresse, là, je débarque de la question philosophique. Là. Le Canadien est souvent l'agressé. Ouais, puis pourtant, ils ont un shérif. Comment ça que... C'est une bonne question. Ils n'ont pas peur. Visiblement, le shérif... J'ai pas la réponse. Pour finir là-dessus, moi, j'ai longtemps été dans le camp de « on va vous protéger de vous-même ». Oui. Parce que vous êtes trop tata pour le faire. Et j'ai un peu abandonné ça. Donc, à l'image de ce que Martin a dit, qui règlent leurs affaires entre eux autres. C'est un peu maintenant la posture que j'ai. C'est du hockey professionnel. Visiblement, il n'y a pas grand monde qui veut que ça change. Parce que, même hier, Slav, là, il a été pressé de questions là-dessus, sur le coup d'Acciari. Puis là, au début, il était un peu remonté en disant qu'il aurait dû le revoir. Puis je m'attendais pas à ça. Puis je vais pas dire tout ce que je pense parce que je suis pas content. Puis là, après ça, quand il y avait plus de questions là-dessus, puis qu'il voyait que le sujet prenait de l'ampleur, il a dit... mais il joue agressif, puis nous autres aussi, on veut jouer agressif. Puis quand tu joues agressif, ça arrive, ces affaires-là. Puis j'étais dans une mauvaise position. Je me suis placé dans une mauvaise position. Puis JB... Justin Barron, il était dans une mauvaise position, lui aussi, puis c'est à nous de ne pas se retrouver dans cette... Donc, tout de suite, le discours est revenu, tu sais. Puis je veux pas... c'est ça, j'ai plus l'intention d'adopter ce rôle là, de me déguiser en moralisateur. Évidemment qu'il y a des... on est tous pour l'abolition des bagarres, puis il y a des choses qui vont de soi, mais après, pour la gestion de l'agressivité et de l'émotivité pendant un match, pour vrai, je pelte un peu ça dans leur cours en disant...
Vous êtes grand, vous gagnez bien votre vie, c'est votre métier, c'est ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas l'intention de le changer. Alors, réglez-le entre vous. C'est certainement pas moi qui va venir vous dire quoi faire. Tu gagnes ta vie avec ton corps quand tu fais du sport professionnel. Si quelqu'un met ta santé en danger en t'infligeant un coup qui sort des normes ou... écoute... et que personne... et que c'est pas sanctionné sévèrement. Ouais. Je comprends les gars de vouloir se défendre eux-mêmes et de tenir à avoir la possibilité de se défendre eux-mêmes. Cela dit, je répète, je suis pas en faveur des bagarres, mais ce sport-là est vraiment particulier dans le sens où tu peux abuser physiquement d'une vedette à volonté s'il n'y a pas de conséquences. De rempart contre ça. Puis la vérité, c'est que c'est pas un gros début de saison pour l'arbitrage. Entre autres choses. Ah, bon. C'est ça le mot de la fin. C'était déjà fini. C'est ça, on avait déjà mis le thème. Ben, mettez ça sur le dark web. On va mettre... on parle pas pendant 5 minutes. Puis après ça, on recommence. Puis c'est comme la toune cachée. C'est comme le commentaire caché. J'ai beaucoup aimé la chanson de Pierre-Yves, Roi des Marais. Oui, J'ai-tu oublié un nom? Là? Non, j'ai tout dit. Une bonne toune, c'est une bonne toune. J'ai beaucoup aimé ça. ça m'a fait penser. OK, c'est ça qui est ça. Yes. C'est ça qui est ça. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Au revoir. Au revoir. Ben, on se voit vendredi. Est-ce qu'on se voit vendredi? Je sais pas. Ouais, on travaillait sur un calendrier là, pour avoir Godino. Oui, il est question que. Puis le Gasker. Il y a un mardi. Là, c'est le 12 que je serai pas là. C'est ça, donc la semaine prochaine. Ouais. C'est ça. Okay. Fait que, merci. Vous me chassez, mais je vous aime quand même. Bon, faut pas. Je me chasse moi-même aussi. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien. C'est moi. De la LNH. Merci. L'un d'entre eux. Merci beaucoup. Donc, vous êtes. Non, toi, t'es pas au match ce soir. Non, c'est Godini, le magicien des ondes. Le Godini, le grand Godini. On lui demandera s'ils ont un CNN sur la passerelle. Oui. Ça m'intéresse. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci infiniment, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine et à vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.